On a toujours vu la Première Guerre mondiale en noir et blanc. C'était la seule manière de filmer les images du front, ainsi que les scènes reconstituées à l'époque. Mais ce n'était pas la réalité. La réalité était en couleur. Les massacres, les innovations, le choc, les bouleversements politiques, la victoire, la défaite. Les champs étaient verts, la boue brune, les incendies rouges éclatants. Aujourd'hui, grâce à une nouvelle technologie numérique, le noir et blanc de la Première Guerre mondiale a été fidèlement et minutieusement colorisé jusque dans ses moindres détails. Pour la première fois, cette série va raconter l'histoire de la Première Guerre mondiale telle qu'elle a été vue par ceux qui s'y sont battus. La Première Guerre mondiale est un conflit d'une ampleur inimaginable. Entre 1914 et 1918, quelques 65 millions d'hommes prennent les armes. 10 millions mourront au combat. 20 millions seront irrémédiablement blessés dans leur esprit ou dans leur corps. Neuf décennies plus tard, les rares personnes qui s'en souviennent, qui y ont participé, se rassemblent à la porte de Ménin, située sur les remparts d'Ypres, en Belgique. Ils ont survécu et n'ont jamais oublié ceux qui y sont restés. La plupart des hommes ont souffert des dangers épouvantables, des épreuves et des expériences terribles. Ils sont nombreux à ne jamais être rentrés chez eux et leurs restes sont toujours sur le champ de bataille. Dans cette guerre, les millions d'hommes qui mouraient n'étaient que des statistiques, qui seraient comptabilisées plus tard par les futurs historiens. L'important, c'était les amis, les hommes qui vous entouraient, ceux de votre tranchée, ceux de votre peloton. À nous 5, nous formions un petit groupe. Et c'est ce qui m'inquiétait le plus. 3, puis 4 sur 5 ont été tués. Je ne me souviens que de leurs surnoms. Maud, Alan, Jack et Jill. C'est tout ce dont je me souviens. La Première Guerre mondiale est véritablement un conflit mondial, s'étendant des rivages de l'Amérique aux rivages de l'Asie. C'est l'affrontement de grands empires qui va détruire l'ancien monde et annoncer le nouveau. Des dynasties seront anéanties, une famille royale assassinée et remplacée par la terreur révolutionnaire. C'est une guerre qui change la nature même de la guerre. Une nouvelle expression redoutée apparaît, sortir de la tranchée. Je disais toujours une prière. Certains des copains se moquaient de moi, mais je demandais toujours à Dieu de me permettre de combattre en homme et de me ramener sain et sauf. Si quelqu'un vous dit qu'il est sorti de la tranchée sans avoir peur, c'est un sacré menteur. Cette guerre abominable détruit jusqu'à la terre elle-même. Plus un arbre n'est debout.
Pas un mètre carré de terre n'a échappé à la mutilation. Il n'y a rien d'autre que la boue et les trous d'obus béants. Et au fond de la plupart, les corps des morts. Les mines et les armes sont terrifiantes. On n'a jamais vu de tel barrage d'artillerie. Je m'émerveille devant la capacité que les hommes ont à supporter la pression qu'on leur fait subir. Jour après jour, nuit après nuit, heure après heure, à chaque minute, une lourde bombe tombe tout près, le fracas de l'explosion vous assommant à demi. Les shrapnels pendant le barrage étaient terribles. Comment pouvait-on y survivre? Je l'ignore. Il n'y a pas que sur le front ouest. À l'est, les soldats russes qui meurent par millions sont les premiers à s'interroger sur le but de tout ceci. Que faisons-nous dans cette guerre? Plusieurs centaines d'hommes sont déjà passés dans mon seul peloton et au moins la moitié ont fini sur les champs de bataille, tués ou blessés. Qu'obtiendront-ils à la fin de la guerre? Le mécontentement féconde le terreau d'une révolution qui va ébranler le monde. Ce n'est plus une capitale, c'est un cloaque. Personne ne travaille, les rues sont crasseuses, des tas d'ordures empestent dans les cours. Cela me fait mal de dire à quel point les choses se sont dégradées. Un nouveau théâtre d'opération apparaît, le ciel. Il est tout aussi meurtrier que les tranchées. Il y avait des morts tous les jours. Mon meilleur ami était là un soir, et il n'y était plus le lendemain au déjeuner. On était seuls, on se battait seuls et on mourait seuls. J'ai embrassé ma mère et j'ai mis les choses au clair. J'ai dit « Au revoir maman, je ne crois pas que je te reverrai ». Les innovations technologiques sont prodigieuses. Les avions décollent sur la plateforme d'un navire. C'est la naissance du porte-avions. Notre première tâche était d'apprendre à décoller et à atterrir sur le pont avant. Le capitaine disait on ferait aussi bien de prendre un revolver et de se faire exploser la tête. Les navires de guerre sont gigantesques. Mais curieusement, il n'y aura qu'une seule bataille navale de grande envergure. À la place, une nouvelle arme furtive, le sous-marin, le U-boat comme l'appellent les Allemands, est utilisé pour la première fois à grande échelle, provoquant d'effrayants ravages. Par-dessus tout, c'est le prix en vie humaine qui demeure ahurissant. Et ce sont les noms des champs de bataille qui sont restés gravés dans les mémoires. Ypres, Verdun, la Somme, Passchendaele. Ceux qui y ont combattu ont été témoins de souffrances inimaginables. Nous sommes tombés sur un soldat natif des Cornouailles. Un shrapnel l'avait déchiré de l'épaule à la taille. Ses entrailles traînaient par terre. À côté de lui, il y avait une mare de sang. Et quand nous nous sommes approchés, il a dit « Tuez-moi ». Avant que nous puissions le tuer, en 30 secondes, il était mort. Et le dernier mot qu'il a prononcé a été « mère ». Ça m'a hanté toute ma vie. Mère. Enfin, en novembre 1918, à la 11e minute de la 11e heure du 11e mois, les canons se taisent. Tout a cessé. Un silence que je ne peux qualifier que de mortel s'est abattu partout, et nous nous sommes tous arrêtés pour nous regarder, parce que nous avions brusquement réalisé que nous n'avions plus d'objectif, plus rien à faire.
À la fin, l'humanité aura subi l'aventure la plus dévastatrice de son histoire. Une aventure où la décision d'un seul individu pouvait changer le cours d'une vie. Un Allemand vient vers moi et je ne peux pas le tuer. Je ne dois pas le tuer. Je me souviens, quand je me suis enrôlé dans l'armée, j'ai juré de servir mon roi et mon pays. Pour une raison ou pour une autre, j'ai pensé à Moïse, quand il est descendu du mont Sinaï et a rapporté le 6e commandement, « Tu ne tueras point ». Je ne pouvais pas le tuer. J'avais environ 5 secondes pour me décider. Je lui ai tiré au-dessus de la cheville et au-dessus du genou. Je l'ai neutralisé. Je ne l'ai pas tué. Ils ne vieilliront pas comme nous, nous qui sommes des survivants. L'âge ne les courbera pas. Ils ne seront pas condamnés par le temps qui passe. Au coucher du soleil et à son lever, nous nous souviendrons d'eux. Et je me demande très souvent si les sacrifices que nous avons faits en valaient la peine. Je veux dire, les années nous ont-elles condamnés au doute? Comment en sommes-nous arrivés là? Une guerre mondiale impliquant des millions de gens, dont l'origine, pourtant, n'a l'air que d'une piqûre d'épingle. La balle d'un assassin dans un pays éloigné. Cette balle va changer le monde. « 28 juin 1914, Sarajevo, capitale de la Bosnie. Une bombe est lancée sur une voiture. Elle rate ses occupants, l'héritier du trône d'Autriche, l'archiduc François Ferdinand et sa femme. Le couple princier poursuit sa visite officielle. Quelques heures plus tard, la voiture s'arrête à nouveau. Cette fois, un coup de pistolet est tiré. Le prince héritier d'Autriche et la princesse Sophie sont assassinés. Le meurtrier est un membre connu d'une organisation terroriste soutenue par l'État voisin, la Serbie. L'Autriche est en deuil et résolue à punir les Serbes. Bien que peu de gens le réalisent, le compte à rebours vers la guerre a commencé. Les événements de Sarajevo n'ont pas vraiment inquiété les Anglais. Ce genre de choses arrivait constamment dans les Balkans. C'était assez choquant, mais après tout, du point de vue britannique, c'était des sauvages plutôt pittoresques, avec de grandes épaulettes scintillantes et des noms imprononçables. Personne ne s'en souciait beaucoup. L'âge d'or de la Grande-Bretagne est à peine perturbé par l'attentat de Sarajevo. En 1897, la reine Victoria a célébré son jubilé de diamant. Chère vieille reine, quel accueil elle a reçu. J'ai ressenti un irrésistible élan de gratitude et de satisfaction d'avoir été, avec mon mari et mes enfants, présente en cette grande, cette extraordinaire occasion. L'Empire britannique couvre 1/6 du monde. Les Anglais se voient comme les maîtres à l'étranger et comme une nation paisible et commerçante chez eux. La reine Victoria meurt en 1901. C'est la fin d'une époque. Londres est presque une nécropole. C'est comme si la main d'un magicien avait brusquement figé l'ardente vitalité qui court dans les veines de la grande ville. Le martèlement des pieds des soldats, la musique de la marche funèbre de Chopin et le battement des tambours. C'était comme si chacun en Angleterre avait perdu son père et sa mère.
Mais la suprématie britannique semble toujours assurée. Seule une menace apparemment bénigne se profile sur la Pax Britannica, l'Allemagne. Nation unifiée depuis 1871 seulement, c'est la puissance montante en Europe. Elle est dirigée par l'ambitieux Kaiser Guillaume II. Depuis qu'il est devenu empereur en 1888, le Kaiser est décidé à utiliser la nouvelle force industrielle de l'Allemagne pour créer un empire outre-mer. Pour conquérir, puis protéger cet empire, il lui faut construire une flotte de guerre. Les ambitions du Kaiser inquiètent les Anglais, et les deux nations entrent en compétition dans une course à l'armement naval. En 1908, dans une interview donnée au Daily Telegraph, le Kaiser déclare qu'il ne fait qu'imiter les autres puissances impérialistes. L'Allemagne est un jeune empire en pleine croissance. Son commerce international connaît une expansion rapide et l'ambition légitime des patriotes allemands refuse d'y fixer des limites. L'Allemagne doit avoir une flotte puissante pour protéger ce commerce. La naissance de l'Allemagne remodèle la carte de l'Europe. Elle conclut une alliance avec l'empire beaucoup plus ancien d'Autriche-Hongrie. Ensemble, ces pouvoirs centraux dominent maintenant le cœur de l'Europe. Mais la dynastie autrichienne des Habsbourg est pourrie de l'intérieur. Même des membres de la famille royale le savent. Le sentiment d'importance qui a toujours imprégné les Habsbourg pèse lourdement sur l'Autriche. Il est la cause de son effondrement moral. Contre l'Autriche et l'Allemagne se dresse ce qu'on appelle la triple entente, la Grande-Bretagne, la Russie et la France. La France a été dévastée par les révolutions et vaincue par les Prussiens lors de la guerre de 1870. Mais Paris reste la ville la plus brillante du monde. Je m'en souviendrai toujours comme d'une ville merveilleuse, où la vie vaut largement la peine d'être vécue 4 ou 5 mois par an, juste pour se cultiver l'esprit dans une atmosphère intellectuelle et artistique incomparable. Le tsar Nicolas II, empereur autocrate, règne sur la Russie. Les Russes ont été défaits par les Japonais lors de la guerre 1904-1905, ce qui a provoqué une première tentative ratée de révolution. L'amertume de nombreux Russes est résumée dans une pétition d'ouvriers au tsar. Nous sommes devenus des mendiants. Nous avons été opprimés. Nous ne sommes pas reconnus comme des êtres humains. Nous sommes traités comme des esclaves. Nous n'avons plus de force du tout, ô souverain. Nous approchons du moment terrible où la mort est plus enviable que nos souffrances intolérables. Mais 6 ans plus tard, le tsar et son cabinet pensent avoir repris la nation en main. Chaque année de paix fortifie la Russie, non seulement d'un point de vue militaire et naval, mais aussi économiquement et financièrement. En 1914, si les exigences de restriction du pouvoir du tsar se font plus pressantes, la Russie n'a rien perdu de sa puissance. Alors que la Russie représente le passé, de l'autre côté de l'Atlantique, l'Amérique symbolise l'avenir. Elle est démocratique, audacieuse, optimiste et à des années-lumière des querelles qui déchirent l'Europe. Dans son discours inaugural en 1905, le nouveau président Theodore Roosevelt expose sa vision d'une nation bénie. Mes chers concitoyens, aucun peuple sur Terre n'a plus de raison que nous d'être reconnaissant. Il nous a été donné de creuser les fondations de notre nation sur un continent neuf. Nous sommes les héritiers des siècles passés. Et pourtant, nous n'avons pas à supporter la lourdeur des civilisations de nos ancêtres. En 1914,
l'Amérique ne se sent pas concernée par le conflit qui va s'abattre sur l'Europe. Le 28 juillet, un mois exactement après l'assassinat du prince héritier François Ferdinand par, comme le soutiennent les Autrichiens, les nationalistes serbes, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie pour se venger. Les Autrichiens jubilent. Mais le jeu complexe des alliances va déclencher une catastrophe que rien ne pourra arrêter. Le sentiment immédiat a été que quelque chose allait arriver qui provoquerait l'ébranlement de tous les piliers de l'Europe. Toutes les relations européennes étaient en jeu. Le fait que la Russie était alliée à la France, que nous étions alliés à la France, que l'Allemagne était alliée à l'Autriche-Hongrie, ces relations, loin de stopper l'élan vers la guerre, ont en un sens conditionné la logique de guerre. Alors que les troupes autrichiennes marchent vers la Serbie, les Allemands préviennent la Russie que si elle entre en guerre pour soutenir les Serbes, l'Allemagne entrera en guerre contre elle. Le 30 juillet, les canons autrichiens commencent à bombarder Belgrade, la capitale serbe. Les Serbes demandent l'aide des Russes. Les Russes étaient les protecteurs des Serbes et de tous les peuples slaves des Balkans. Ils ne pouvaient pas rester sans réagir alors que l'Autriche menaçait la Serbie. C'est ainsi que la Russie a été entraînée dans la crise internationale. Comme les Autrichiens, les soldats russes ont hâte de se battre. Le moral des soldats est excellent. Ils sont animés d'une ferme croyance en la justice et l'honneur de leur cause. Il n'y a donc pas lieu de craindre quoi que ce soit. L'Allemagne déclare alors la guerre à la Russie. Mais elle a d'autres motifs. Son agression l'a conduite à être piégée par l'alliance entre la Russie, la France et la Grande-Bretagne. Pour l'Allemagne, la guerre éclate au bon moment. Les gens ont commencé à réaliser ce qui les attendait. On voyait des réservistes partout dans les rues. C'était comme si tous étaient prêts à aller se battre contre le monde entier pour un oui ou pour un non. Je me suis demandé si cet étalage de militarisme servait à se donner du courage ou s'il était authentique. Personne ne pouvait imaginer ce qu'une telle guerre allait nous apporter. Provoquée par l'Allemagne, la France mobilise ses troupes. Le commandant en chef français, Joseph Joffre, forme ses bataillons, mais pour certains, le scepticisme demeure. La guerre, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Ce serait fou de ne pas y croire. La guerre, la grande guerre européenne, non, ça ne peut pas être vrai. Les troupes allemandes se dirigent vers la frontière belge. Les stratèges allemands ont conclu qu'un mouvement rapide à travers la Belgique ouvrirait facilement la route pour entrer en France et prendre Paris. Le lundi 3 août, jour férié, les Anglais sont abasourdis. Nous avons appris ce matin, au petit déjeuner, que la guerre a été déclarée entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne a signifié à la Belgique qu'elle protégera ses intérêts dans le traité à la fin de la guerre, si celle-ci permet à ses troupes de passer sans encombre à travers son territoire. La Belgique a refusé avec indignation et le roi des Belges a demandé l'aide du roi Georges. Il y a eu une immense vague de sympathie pour les Belges en Angleterre. Bien des gens disaient « Pour l'amour de Dieu, allons-nous rester là sans rien faire ?» Le 4 août, l'armée allemande entre en Belgique. J'ai enfin reçu mes ordres. Chère mère, je t'en prie, tâche de garder constamment à l'esprit ce que j'ai compris. Si en ce moment nous ne pensons qu'à nous et à ceux que nous aimons, nous serons mesquins et faibles. Nous devons avoir une vision plus large et penser à notre nation, notre patrie et à Dieu. Le 4 août à minuit, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne.
À présent, toutes les grandes nations européennes sont entraînées dans le conflit. Mais d'avis général, tout sera fini à Noël. La situation est absolument sans précédent dans l'histoire du monde. On estime que lorsque la guerre commencera, 14 millions de soldats seront engagés dans le conflit. La Grande-Bretagne n'avait pas le choix. C'était la superpuissance européenne. S'il devait y avoir une épreuve de force majeure en Europe, elle se devait d'y participer. Elle ne pouvait pas laisser l'Europe exploser sans intervenir. Il y avait à l'époque une atmosphère presque jubilatoire. Maintenant, nous allons nous battre et faire quelque chose d'utile. Nous ne réalisions pas ce que ça impliquait vraiment. Ils étaient les ennemis de l'Angleterre. Et c'était tout ce qui intéressait un garçon de cet âge. Il allait se battre pour l'Angleterre. L'armée allemande ravage la Belgique. Le 14 août, elle prend la capitale, Bruxelles. Si les civils tentent de résister, les Allemands se vengent. Un jour, ils exécutent 600 innocents. Certains soldats allemands sont effrayés par ce qu'ils ont déclenché. Voir ces hommes, ces femmes et ces enfants terrorisés, c'était terrible. À présent, le soldat allemand avait peur, lui aussi. Il s'attendait à se faire tirer dessus de tous côtés. La population belge doit s'enfuir. Des familles avec 7 ou 8 enfants marchent sur la route. Le chemin de fer est leur seul espoir. Les plus jeunes ne comprennent pas. Les autres demandent où on les emmène. C'est un chaos indescriptible. Les Allemands poursuivent leur avance alors que la Grande-Bretagne s'engage dans sa première grande guerre européenne depuis 99 ans. Durant plus de 100 ans, depuis la guerre de Trafalgar, la marine anglaise a dominé les mers. En juillet 1914, elle se rassemble à Spithead, au large de l'île de Wight, afin d'être passée en revue par le roi George V. C'est un spectacle impressionnant. Mais l'armée anglaise a toujours été considérée comme bien moins importante que sa marine. Elle y compte moins d'hommes que ses rivales européennes. À l'automne 1914, le Premier ministre, Herbert Asquith, déclare au peuple de Grande-Bretagne et de son empire qu'ils affrontent la situation la plus critique de son histoire. Chaque homme et chaque femme doit faire son devoir. Je me souviens en particulier d'un régiment écossais portant le kilt. C'était particulièrement exaltant de voir un régiment écossais marcher au son des cornemuses. Il y avait quelque chose dans la façon dont les kilts bougeaient à l'unisson qui m'a grisé. Nous étions tous fascinés. C'est Lord Kitchener de Khartoum qui est chargé de mettre sur pied une armée de volontaires, de 100 000 hommes au départ. Dès la fin 1914, 1 million d'hommes s'étaient enrôlés. Je me suis engagé comme volontaire le 2 septembre 1914. Une trentaine de mes collègues de travail et moi, nous nous sommes enrôlés en masse. Alors que de tous les coins de l'Empire, les jeunes soldats partent pour le front, leurs familles restées au pays ne peuvent qu'attendre et espérer. Très chère maman, garde le moral et crois en la Providence. Il est grand et glorieux d'aller combattre pour l'Angleterre. Le mieux que tu puisses faire pour moi, c'est de garder le sourire. Et n'oublie pas de m'écrire souvent pour me raconter les moindres nouvelles. Mari et femme redoutent l'heure de la séparation.
Je reste assise à regarder stupidement ses valises contre le mur. Puis il sort un livre de sa poche. Tu vois, tes sonnets de Shakespeare sont déjà là où ils seront toujours. Veux-tu que je t'en lise un? Son visage est gris et sa bouche tremble, mais sa voix est calme et posée. Bientôt je glisse sur le sol et m'assois entre ses genoux, et tout en lisant, sa main se pose sur mon épaule. Ainsi, parlant, pleurant et amoureusement enlacés, nous nous endormons. Le corps expéditionnaire britannique est envoyé en Belgique pour barrer la route à l'armée allemande. Le 23 août, les Anglais entrent littéralement en collision avec les Allemands dans la ville de Mons. Leur premier combat les stupéfie. Ils se redressaient et se faisaient faucher en un rien de temps. Des vagues de renforts venaient régulièrement les soutenir avec courage pour tomber à leur tour en atteignant la ligne de front. Notre feu incessant était épouvantable, même pour nous. De telles tactiques nous ont étonnés, et passé le premier choc de voir des hommes tomber lentement et inexorablement sous les balles, ça nous a donné un fort sentiment de puissance et de plaisir. C'était tellement facile. À Mons, les Britanniques tiennent leur position et infligent de lourdes pertes à l'ennemi. Mais sur le front, les Français sont repoussés et les Alliés forcés à une retraite générale. L'armée allemande progresse. Elle traverse la Belgique et entre en France. Au même moment, au sud-est, le long de la frontière franco-allemande, l'armée française passe à l'attaque pour essayer de pénétrer en territoire allemand. On appellera cette tentative la bataille des frontières. Després et moi avons fixé notre regard à l'est, sur la haute ligne des collines qui se dressait entre nous et notre destin. Au-delà, il y avait des hommes comme nous, des hommes qui nous tueraient si nous ne les tuions pas. Les soldats français marchent droit sur les canons allemands. Tout autour de nous, des obus et des shrapnels de tout calibre ne cessaient d'exploser sur nos positions. Sous les balles et les éclats d'obus, la mort semblait inévitable. Une fois l'armée française repoussée, c'est au tour des Allemands de passer à l'offensive. La bataille des frontières tourne au désastre pour les Français. Les Français ont perdu quelque chose comme 200 000 hommes, uniquement pendant le premier mois de la guerre. Voici l'une des rares images de la vieille armée française attaquant en uniforme coloré, les officiers en gants blancs. Ils ont été massacrés en se jetant contre les fusils et les mitrailleuses des forces allemandes. Tandis que des milliers de Français sont faits prisonniers, les soldats allemands poursuivent rapidement leur progression en France. Paris est en vue. Début septembre, ils traversent la Marne, à 50 km à peine à l'est de la capitale. Le commandant en chef français, le général Joffre, reçoit un appel désespéré du général Gallieni, gouverneur militaire de Paris. Notre artillerie est désuète. Nous manquons de munitions, les troupes sont insuffisantes et de mauvaise qualité. Nos capacités de résistance sont faibles. Et Gallieni fait une chose extraordinaire. Manquant de transport militaire, il ordonne à tous les taxis de Paris d'acheminer ses troupes au front et de rejoindre les armées de Joffre. Joffre déclenche alors une contre-attaque franco-britannique qui stupéfie l'armée allemande. Nous avions fait reculer les Allemands, nous avions retrouvé le moral. Nous étions des hommes différents, des vétérans en un sens. À 20 ans, la plupart d'entre nous avaient connu 3 batailles. La bataille de la Marne marque le tournant de la première année du conflit. L'avancée ennemie est stoppée net. Pour l'état-major allemand, c'est un coup terrible. L'offensive allemande sur le front de l'Ouest a échoué. Le miracle de la Marne a sauvé la France. Si on a appelé ça un miracle, c'est parce que c'était si bien caché, si bien exécuté, que les Allemands ont été pris totalement par surprise.
Brusquement, tous leurs plans, toutes leurs ambitions s'écroulaient. En fait, c'est à ce moment-là que la guerre a basculé en un conflit qui ne pouvait que s'enliser. Pendant ce temps, à l'autre bout de l'Allemagne, sur le front Est, les premières semaines de la guerre voient se succéder rapidement des vagues d'attaques et de contre-attaques opposant l'Allemagne et son allié l'Autriche à la Russie. Tout a commencé avec l'invasion de la Serbie par l'Autriche, événement qui a déclenché la guerre. Mais ça ne se passe pas aussi facilement que les Autrichiens l'espéraient. Lorsqu'ils ont envahi la Serbie, les Autrichiens se disaient « Allons punir ces misérables singes des Balkans, nous allons leur montrer de quoi est capable l'armée d'une grande puissance. » Ils avaient oublié que les singes des Balkans se battaient depuis très longtemps et qu'ils avaient bien plus d'expérience que les pauvres Autrichiens. Ils ne s'étaient pas battus depuis un tout petit conflit avec la Bosnie une génération auparavant. Ils ont donc manœuvré avec beaucoup de prétention en attaquant la Serbie et ils ont subi une défaite cinglante. En 6 semaines, les Serbes chassent les Autrichiens hors du pays. Au même moment, l'autre moitié de l'armée autrichienne est engagée dans un combat sauvage contre un adversaire bien plus redoutable pour elle et pour l'Allemagne, la Russie. Au début de la guerre, l'armée russe est la plus puissante d'Europe. Elle compte près d'1,5 million de soldats. Pourtant, malgré les véhicules modernes fièrement exhibés par les commandants du tsar, son armée est lourde. Un observateur britannique écrit qu'elle ressemble plutôt à un boxeur poids lourd, aux muscles hypertrophiés, qui à cause de son énorme masse manquait d'agilité et de vitesse, et serait de ce fait à la merci d'un adversaire plus léger mais plus nerveux et plus intelligent. Mais l'armée russe surprend tout le monde en pénétrant rapidement à 250 km à l'intérieur de l'Autriche. Les soldats autrichiens sont sous le choc. Nous étions abasourdis que les Russes aient avancé aussi vite dans le pays. Mais l'abattement qui a suivi après cette invasion a été vite remplacé par l'intense excitation de la rencontre imminente avec l'ennemi. Fritz Kreisler n'attendra pas longtemps. À une trentaine de mètres à droite de ma compagnie, un homme a sauté en l'air en poussant un cri d'agonie. Et il s'est effondré, mortellement blessé. J'ai senti une soudaine bouffée de vent froid contre ma joue quand un gros éclat d'obus a fendu l'air en hurlant, puis a labouré brutalement la terre en projetant un jet de sable alentour. Nous étions couchés sur le sol, haletants et exténués, mon cœur éclatait presque d'épuisement. L'attaque russe coûte 350 000 hommes aux Autrichiens, morts, blessés ou faits prisonniers. Au même moment, au nord, les Russes envahissent également l'est de l'Allemagne. Les chefs allemands, les généraux Hindenburg et Ludendorff, rassemblent leurs forces pour résister à l'avance russe. Le 26 août, les armées russes et allemandes s'affrontent violemment. Ce fut la bataille de Tannenberg. Un témoin anglais décrit l'ampleur sans précédent de l'engagement. Le front de cette terrible bataille était très étendu. Les Russes ont déclaré y avoir engagé 3 millions d'hommes. On recourt beaucoup plus au combat rapproché qu'auparavant, même en terrain découvert. Tannenberg est une victoire mémorable pour l'Allemagne. Elle est célébrée par ses chefs. L'une des batailles les plus remarquables de toute l'histoire avait été livrée. Cette bataille était un glorieux triomphe pour chaque officier, pour chaque soldat et pour tout le pays. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie se réjouissaient. Le monde restait silencieux. Près de 100 000 soldats russes sont faits prisonniers. 50 000 autres sont tués ou blessés. En quelques semaines, l'Allemagne a repoussé l'invasion russe. Elle est maintenant déterminée à tenter une nouvelle percée à l'ouest.
Le 19 octobre 1914, les Allemands attaquent les forces britanniques et françaises à Ypres, en Belgique. La première bataille d'Ypres a été à plus d'un titre le moment décisif du conflit sur le front occidental en 1914. Ça a été le dernier sursaut de la guerre de mouvement, la dernière véritable occasion de percer pour les Allemands. Une énorme masse grise chargeait des milliers d'hommes, courant aussi vite que Dieu le permettait, droit sur nous, à 50 mètres à peine. Les Allemands formaient un grand magma tremblotant. Jamais je n'ai tiré autant en si peu de temps. En 3 semaines, l'ampleur du massacre de cette première bataille d'Ypres atteint de nouveaux sommets. Sur notre front, il paraît que nous avons perdu des milliers d'hommes, tués, blessés ou capturés. Et qu'est-ce que ça nous a rapporté? Une tranchée. Quel gaspillage de vie. Et seulement des jeunes vies. Ypres change le visage de la guerre sur le front ouest pour les 3 ans et demi à venir. Une guerre d'usure livrée depuis les tranchées et dominée par la mort et l'inconfort. À l'époque, il n'y avait pas de système de drainage dans les tranchées. La plupart du temps, elles étaient inondées. On pataugeait dans l'eau et la boue jusqu'aux cuisses. Les tranchées deviennent lugubres avec l'écoulement de la pluie et l'obscurité qui tombe. Les souris filent sur le chemin quand je vais faire ma ronde et un rat saute d'un sac de sable en haut d'un parapet. Après les combats, il y a les travaux de routine, monter la garde, la corvée d'eau, consolider le parapet, les barbelés et tout le reste. Plusieurs de nos hommes ont trouvé un rat, pelotonné à côté d'eux dans les couvertures, en se réveillant. Il y en a des millions. Certains sont presque aussi gros que des chats. Nous devions saisir la moindre occasion de nous reposer. Nous étions complètement épuisés. Et nous nous retrouvions avec des rats affamés qui nous couraient dessus et rongeaient notre équipement. Ces fichus poux se tiennent tranquilles quand on est à moitié gelé. Dès qu'on se réchauffe, ils se mettent à mordre comme des diables. Ça nous grattait partout. Ces sacrées bestioles se nourrissaient de notre sang. On retournait son gilet à l'envers pour s'en débarrasser. Et le lendemain matin, on était tout aussi dégoûtant que la veille, parce que les œufs qu'elles avaient pondus avaient éclos durant la nuit. Alors on était tout aussi dégoûtant. On aurait mieux fait de ne pas perdre notre temps. Dans les tranchées, on voit les choses d'un tout autre point de vue. Il y a l'apparente inutilité de tout ça. Nous sommes complètement exposés et vulnérables, mais sans qu'il se passe grand-chose. Bien sûr, il y a des bombardements à l'occasion, et c'est incroyable ce que les soldats peuvent supporter. L'officier dort peu, les tours de garde sont incessants, on est constamment aux aguets dans l'éventualité d'une attaque. Alors que l'automne 1914 laisse place à l'hiver, pour les hommes du front, les belles promesses d'une guerre rapide s'évanouissent. Tu n'imagines pas comme la vie dans les tranchées est ennuyeuse et épuisante pour les nerfs, et comme la fin de la guerre paraît lointaine. Il semble qu'elles doivent se poursuivre jusqu'à ce que les Allemands soient épuisés, ce qui pourrait prendre du temps. C'est une guerre épouvantable, Flum, et maintenant qu'ils utilisent très fréquemment des grenades et des bombes, c'est encore pire qu'avant. Certaines tranchées ne sont distantes que de 25 mètres et sont pleines d'eau et de boue. Il fait terriblement froid et humide, et je suis sûr que ça ne dérangerait pas les quelques 10 millions de combattants si la paix était conclue demain. À Noël 1914,
De tels rêves de paix provoquent l'un des incidents les plus mémorables de la guerre. À certains endroits du front, les soldats des deux camps posent leurs fusils et se rejoignent dans le No Man's Land. Et ils se tenaient là, dans la lumière des projecteurs, anglais et allemands, bavardant et fumant des cigarettes ensemble, à mi-chemin des lignes. Les mêmes acclamations enthousiastes se sont élevées de part et d'autre. J'étais trop éloigné du groupe pour entendre ce qui se disait, mais un peu plus tard, nous avons entendu un joyeux « Bonne nuit, joyeux Noël et bonne année à tous », sur quoi chaque groupe est rentré dans sa propre tranchée. Ensuite, nous sommes restés toute la nuit à chanter avec l'ennemi. Les hauts commandements alliés et ennemis vont s'assurer qu'une telle fraternisation ne se reproduise plus jamais. Les soldats qui s'étaient précipités dans la guerre commencent à réaliser où leur chef les avait entraînés. Dans ce temps-là, nous ne réalisions pas vraiment ce qu'était la guerre. Et tout le monde disait qu'elle serait terminée à Noël. Mais Noël est arrivé et ce n'était pas fini.